Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Était-il si mauvais, la série où on analyse les carrières qui ont échoué en se demandant si les moqueries étaient justifiées. Et aujourd'hui, on va parler de deux figures japonaises du milieu des années 2000, Yuji Hide et Sakon Yamamoto. À travers l'analyse de leur carrière, on va répondre à une question simple: être japonais et avoir de l'argent font-ils le bonheur? Et vous allez voir que la réponse, elle n'est pas forcément évidente. Ah oui, et comme d'habitude, je précise, il n'y a absolument rien de péjoratif dans cette vidéo, ces deux pilotes sont 1000 fois meilleurs que moi et le titre est simplement provocateur. Bonne vidéo. Commençons avec Sakon Yamamoto, un pilote que j'aime beaucoup car quand il courait, je faisais mes débuts en tant que fan de Formule 1 et son nom me permettait de faire plusieurs blagues. Yamamoto qui est garé sur le parking, Yamamoto qui a été réparé, voilà ce genre de blague, jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était pas drôle et blessant, donc du coup j'ai arrêté. Né en 1982, il débarque en monoplace en 2001 à 18 ans en F3 japonaise. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas suivi en direct la carrière en jeune de Sakon Yamamoto, par contre je l'ai beaucoup étudié pour cette vidéo et je peux vous dire qu'il a fini 4ème du championnat et que le champion c'était le français Benoît Tréluyer, 3 fois vainqueur des 24 heures du Mans avec Audi. Sakon poursuivra son apprentissage en F3 Allemagne en 2002 et en F3 Euroseries en 2003, 37 courses en 2 ans et 0 point marqué, ça fait mal. En 2004, il décide de revenir en F3 japonaise où il gagnera une course et fera 4 podiums, mais il ne fait pas mieux que 7ème du général. C'est pas terrible, mais ça lui permet d'obtenir un volant en GT et en Formule Nippon où il continuera légèrement de progresser. Si, à titre personnel, je trouve les résultats de Sakon grandement insuffisants, ce n'est pas le cas d'Eddie Jordan qui lui offre une place de 3ème pilote dans son équipe pour le Grand Prix du Japon. Équipe de Formule 1, je précise, parce que c'est pas forcément évident quand on voit les résultats, mais on parle bien de Formule 1. Et là, c'est la révélation, presque le coup de foudre. Avec ses sponsors, sa nationalité et sa performance en essai libre où il se démarque sur une Jordan très mal en point, Sakon marque les esprits. Pour toutes ces raisons, Super Aguri le recrute en tant que pilote réserviste pour la saison 2006. Super Aguri est une écurie japonaise totalement novice avec peu de moyens et qui fait appel à des pilotes de seconde zone avec souvent un petit portefeuille en banque. Bref, Sakon fait quelques séances d'essai et le reste du temps il continue la Formule Nippon jusqu'au jour où on l'appelle pour courir en Formule 1 car Yuji Hide et Franck Montagny ne donnent pas satisfaction. Et voilà que le Grand Prix d'Allemagne 2006 devient le premier Grand Prix en Formule 1 de Sakon Yamamoto, lui qui n'a jamais fait mieux qu'une 4ème place du général en F3 japonaise 5 ans plus tôt. Voilà. À sa décharge, il connaîtra beaucoup de malchance en devant abandonner ses 2 premiers Grands Prix avant même qu'il n'ait commencé, et pareil pour le 4ème. Mais à l'image de son accident en Turquie, de ses crashs en essai ou de son manque de discipline, il affiche certaines limites. Il attend la Chine pour apercevoir le drapeau damier et il termine également au Brésil et au Japon. Côté résultat, il a été dominé par Takuma Sato, mais il s'est surtout fait remarquer négativement. Courir dans une si mauvaise écurie quand on a de l'argent et qu'on fait des crashs, c'est pas vu d'un très bon œil. Pour 2007, Super Aguri lui préfère Anthony Davidson et Sakon doit donc quitter la Formule 1 et c'est le moment qu'il choisit pour s'inscrire en GP2 et j'ai envie de dire enfin, fallait peut-être commencer par là. Problème, il participe aux 12 premières courses de la saison et il marque 0 points. Face à Glock, Pantano, Filippi ou encore Bruno Senna. C'est terrible. Pour vous dire, même Antonio Pizzonia a marqué des points cette année en faisant 6 courses de moins. Voilà. Bref, c'est catastrophique mais pas rédhibitoire car l'argent existe et ainsi en milieu de saison, Sakon est appelé par Spiker qui a des problèmes avec ses pilotes et quelques trous dans la caisse. À la surprise générale et notamment celle des 29 pilotes qui étaient devant lui en GP2, Sakon Yamamoto est de retour en Formule 1. De la Hongrie au Brésil, il va participer aux 7 derniers rendez-vous de la saison. Dans cette écurie totalement aux abois, Sakon ne fait pas de miracle, mais en plus il se prend 7-0 en qualif par Sutil en terminant toujours dernier. En course, ce n'est guère mieux, Sutil le bat à chaque fois qu'il peut terminer et il y a 2 crashs, notamment au Brésil où il vient littéralement se satelliser sur un Fisichella qui revenait n'importe comment sur la piste. Bref, comme chez Super Aguri, la voiture n'aide pas, mais on sent bien que Yamamoto n'a rien à faire là. En fin de saison, Spiker est en faillite et est racheté par Force India, Sakon n'entre plus dans les plans.
Tout en obtenant une place essayeur chez Renault, il retourne en GP2 où il remplace Luca Filippi chez Art. Filippi avait marqué 5 points en 10 courses, Yamamoto lui en prendra 4 en 10 courses. Et c'est pas la faute de la voiture car Grosjean lui en a marqué 62 en 20 courses. Sans la 4ème place de la course 2 en Hongrie, ce serait un nouveau 0 pointé. Petit détour ensuite par le GP2 Asie, toujours avec Art, mais toujours sans succès, 9ème du général. Après 2 échecs cuisants en Formule 1, après 2 échecs cuisants en GP2, après une année 2009 totalement blanche où il n'a pas couru, Sakon Yamamoto va avoir une nouvelle occasion de conduire une Formule 1 car une équipe pourrie s'y inscrit, HRT. D'abord pilote essayeur, il devient 3ème pilote, puis profite des ennuis financiers de ses coéquipiers pour leur prendre leur place. Il remplace Bruno Senna en Grande-Bretagne, puis il devient trop intéressant financièrement pour être viré et il restera pendant 7 courses. La piste, comme d'hab, la voiture est vraiment super mauvaise, mais Sakon fait vraiment pas grand chose non plus, il est même quasiment tout le temps battu par Senna. Bruno, dont on a déjà parlé dans un était-il si mauvais, ce qui généralement n'est pas très bon signe. Mais à la fin de l'année, il est viré et définitivement cette fois. Malgré un rôle chez Marussia en 2011, il ne reviendra jamais en Formule 1. Après 2 courses de Formule I, il se retirera et fera plusieurs actions humanitaires et sociales au Japon. Voilà donc que nous avons retracé l'histoire en F1 de Sakon Yamamoto. Méritait-il mieux? Non. 21 Grands Prix quand on a si peu de talent et si peu de résultats, c'est déjà énorme. Quand on voit des mecs comme De Vries qui en ont 0 ou même un énorme crack comme Van Dorn qui n'en a que 41, eh bien on se dit que ça fait tâche, il y a un problème. Que Yamamoto ait pu avoir une opportunité en Formule 1 avec 5 écuries, Jordan, Super Écurie, Spiker, HRT et Marussia, c'est vraiment un très gros problème. C'est à la limite de l'acceptable. Quand tu traînes 5 ans dans les paddocks avec ton chéquier, que tu arrives à voler la place à des pilotes plus méritants et que sur la piste tu fais pas des bons trucs, même parfois des trucs carrément ridicules, oui, à un moment donné, on se moque de toi. Il faut savoir qu'à un moment donné, la seule raison pour laquelle il courait, c'est car son sponsor Sanyo Human donnait 500 000 € par course pour qu'il puisse courir. Donc à un moment donné, voilà, c'est normal que les gens n'aient pas aimé. Yamamoto a pu exister en Formule 1 grâce aux écuries toutes pourries qui pullulaient à cette époque-là et grâce à l'absence de règles sur l'entrée en Formule 1. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce à des pilotes comme lui, Yamamoto ne pourrait plus exister. Quand certains le comparent à Mazepin, j'ai envie de m'arracher les cheveux, c'est littéralement le jour et la nuit totalement différents et Dieu merci, on a pris les bonnes décisions pour éviter des pilotes comme Yamamoto. On peut se dire que les pilotes vraiment si mauvais à la Yamamoto, ils sont derrière nous. Au final, je pense que Yamamoto était au max du max du max du max du max, un pilote essayeur comme il l'a brièvement été chez Renault, mais qu'il se serait plus épanoui dans des compétitions locales au Japon comme le GT. En tout cas, pas la Formule 1, certainement pas la Formule 1. Désolé. Passons à son compatriote Yuji Ide. Déjà, de tous les pilotes que j'ai traités dans cette série, c'est le plus vieux car il est né en 1975. Sa carrière monoplace débute au Japon, notamment en 2000 où il fait 2ème de la F3 japonaise, un bon résultat. Ensuite, l'année suivante, il fait 5ème du Grand Prix de Macao et on lui donne l'opportunité de venir courir en France, dans la F3 française, où il progressera un petit peu. Mais déjà âgé de 28 ans et n'ayant jamais décroché le moindre résultat ne serait-ce qu'un peu significatif, Yuji va devoir repartir au Japon. Il trouvera sa place en Formule Nippon où il fait 2ème et 3ème du général en 2004 et 2005 et il devient un des pilotes les plus réputés du pays. Ainsi, quand le Japon crée son équipe de Formule 1 via Aguri Suzuki et donc Super Aguri, Ide est un des noms qui revient. Il est connu, il a de l'expérience et quelques résultats, on se dit que ça pourrait être un bon nom pour l'équipe. En plus, il a quelques sponsors, notamment Mobilecast, qui donne 7,5 millions de dollars pour le faire entrer dans l'écurie. Forcément, c'est un argument qui peut être considéré comme décisif. Je vous avoue que même moi, avec 7,5 millions de dollars, je le prends Yuji Ide, je le mets à côté là, je le prends. Mais ce qui devait arriver, arriva. Au départ, on se dit que le CV d'Ide n'est pas trop moche. Il y a quelques résultats en F3 japonaise et en Formule Nippon. Mais à 31 ans, s'il n'avait pas encore goûté à la Formule 1, c'était pour une raison. Ide ne s'adapte absolument pas. Parlant très mal anglais et étant en totale déconnexion avec le monde du paddock, on sent une sorte de malaise et ça s'aggrave quand il prend le volant.
Les sorties de piste, les calages, les rentrées dans les mécaniciens au stand, les touchettes avec le mur, les têtes à queue ou encore les fautes idiotes sont légion. Je vous envoie vers la vidéo A Tribute to Yuji Ide que j'ai mis en description, c'est juste légendaire à mourir de rire. À la ramasse complet, il fait dernier de sa première séance de qualification à près de 3 secondes de son coéquipier Takuma Sato et 9 du poleman Michael Schumacher. Aujourd'hui, il ne serait même pas qualifié car il n'entrait pas dans les 107% de performance. La course n'est pas mieux, il défonce son moteur et doit abandonner au 33e tour. Bis repetita en Malaisie où il prend presque 2 secondes par Sato en qualif et abandonne encore au 33e tour à cause d'un moteur totalement cuit. Les choses se corsent en Australie où il fait des bêtises sur la piste, notamment certains calages, et où il bloque Barrichello en qualif, ce qui fait partir le Brésilien 16e. Ça la fout mal. En qualif en plus, il prend 4 secondes pleines par Sato. Ça fait beaucoup quand même 4 secondes. Il connaîtra un meilleur dimanche, même s'il termine à 3 tours des leaders et à 1 de son coéquipier, il termine sa première course de Formule 1. Dernier, certes, mais 13e à la faveur de nombreux abandons. La situation est déjà gênante, elle devient totalement intenable lors du 4e rendez-vous à Imola. Parti dernier avec 2 secondes de retard sur Sato, Yuji ne fait que quelques virages avant d'envoyer Christian Albers dans un tonneau mémorable à la Villeneuve Curva. Voilà, je vous montre le ralenti. Voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il fait, ce qu'il cherchait, pourquoi il veut aller à cet endroit, voilà, regardez, c'est un truc de dingue. Où il va, je ne sais pas. Bref, après 4 courses, c'est un désastre absolu, un des pires qu'on ait jamais vu dans toute l'histoire de la Formule 1. Et là, c'est même encore plus grave car après l'accident, certaines voix s'élèvent pour lui demander son retrait de la Formule 1, notamment Stirling Moss. Donc quand Stirling Moss te dit dans les yeux « toi, tu es nul », je pense que tu réponds « oui, monsieur, vous avez raison, je suis nul ». En attendant les réponses de la FIA, Super Aguri décide de le suspendre pour un Grand Prix, indiquant qu'il n'était pas suffisamment prêt pour l'adaptation en Formule 1. Au passage, cela donne un volant à notre Franck Montagny national. Quelques jours plus tard, la FIA rendra son verdict et il est sans appel, Ide se voit retirer sa super licence et ne pourra plus conduire de la saison. Un coup dur et vraiment humiliant pour Super Aguri qui essaye de sauver la face mais qui ne donnera plus jamais une seule opportunité à Yuji Ide, un Yuji Ide qui finit sa carrière dans l'anonymat du côté du GT japonais. Malgré seulement 4 courses, Ide aura fortement marqué les fans à cause de ses nombreuses et cocasses erreurs. On va pas se mentir, oui, Ide est un des pires pilotes ayant jamais conduit une Formule 1, peut-être même le pire. On sentait bien qu'il y avait un souci d'adaptation et en plus le talent était clairement limité, ses résultats l'ont confirmé. Au final, on pourra se féliciter qu'il n'ait fait que 4 Grands Prix et se dire que Dieu merci, la raison l'a emporté sur le chéquier. Personnellement, je n'en veux pas à Ide car il n'a volé la place de personne et car il a couru dans une écurie tellement mauvaise que je n'ai pas de regret pour un autre pilote. Et puis 4 courses, ça va, on est plus sur une immense erreur de casting que sur un arrangement honteux, même si bien sûr il y a des questions d'argent derrière tout ça. Ide nous aura fait passer du bon temps et encore aujourd'hui son souvenir est l'occasion de rire un bon coup en se souvenant de ce bon vieux Yuji Ide qu'on aimait tous dans le fond. Comme on vient de le voir, les carrières de Ide et Yamamoto ont certaines similitudes. La F3 japonaise, la Formule nippone, les sponsors et l'accession en Formule 1 grâce à des écuries pourries qui pullulaient dans les années 2000. S'ils ont pu toucher à la Formule 1, c'est uniquement car à l'époque on laissait entrer n'importe qui. Midland, Spiker, Super Aguri, HRT, Marussia, et car à l'époque les règles entourant l'accession des pilotes payants étaient beaucoup moins strictes. Quand je regarde leur passage, j'ai envie de m'arracher les cheveux sur celui de Yamamoto car il est resté beaucoup trop longtemps, et j'ai envie de rire sur celui d'Ide, mais je suis surtout satisfait qu'ils ne peuvent plus exister aujourd'hui. De Ide à Latifi ou Mazepin, nos pilotes payants ont quand même évolué dans le bon sens, il n'y a même pas photo. On est passé de pilotes uniquement payants à des pilotes payants avec une base de talent qui est vraiment très haute. Bien, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Tout en la likant, en la partageant et en t'abonnant à la chaîne, je t'encourage à venir dans les commentaires me dire ce que tu pensais de Yuji Ide et de Sakon Yamamoto et si selon toi, ils méritaient mieux. Perso, je pense qu'il n'y a pas trop de débat comme je viens d'en faire la démonstration, mais on peut parler. Cet épisode d'Était-il si mauvais est vraiment un de ceux que j'ai préféré faire, notamment dans sa préparation, car j'ai appris plein de choses, j'ai revu plein d'images qui m'ont fait beaucoup sourire, et je trouve que j'ai bien réussi à dire ce que je voulais dire sur ces deux pilotes, et qu'on en arrive à une belle conclusion qui fait écho aux pilotes qu'on voit aujourd'hui. Dites-moi si vous avez ce ressenti, et dites-moi aussi quel pilote vous voudriez voir dans un prochain épisode.
Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et on se quitte sur la citation d'Enzo Ferrari qui disait que si tu veux arriver en Formule 1, mieux vaut être japonais et riche. À bientôt.